et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses et tout de suite pour commencer, on s'informe sur la 16e édition du déjeuner flocon de neige avec Baratium du Centre social communautaire Vanier. Et Bara, de bonnes nouvelles, je vais dire ça comme ça. Au moins cette année, encore une fois, on peut le célébrer même si on est en période de pandémie. Définitivement, on va célébrer notre 16e déjeuner flocon de neige en mode téléthon et on invite surtout la population à supporter cette belle cause en faisant un don à Partage Vanier. Exactement. Et les gens qui se demandent, mais pourquoi à chaque fois on contribue peut-être pour le déjeuner flocon de neige et qui se disent, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais quand même. Est-ce qu'on pourrait leur rappeler la nécessité de vraiment participer à cet événement-là? Donc, je pense que si vous regardez aujourd'hui avec les coûts liés à la nourriture qui ont augmenté en flèche, les banques alimentaires sont assez occupées avec la crise qu'on a avec le COVID. Donc, la clientèle augmente, les coûts de la vie augmentent. Donc, on a des gens qui ont des jobs et qui ont besoin d'être soutenus en termes de nourriture avec notre banque alimentaire. Donc, c'est vraiment la demande est grandissante. Et je pense que dans notre communauté, quand même, les gens sont assez généreux pour supporter cette cause-là. Le déjeuner flocon de neige, les montants qu'on amasse pour ce déjeuner servent vraiment à acheter les denrées, comme par exemple les fruits et légumes qui coûtent excessivement cher quand on s'approche de l'hiver. Donc, ça nous permet vraiment de couvrir aussi durant l'été quand les gens partent en vacances. Souvent, comme j'ai l'habitude de le dire, la fin ne prend pas de vacances, mais généralement, durant l'été, les gens prennent des vacances. Donc, on reçoit moins de dons. Donc, la générosité qu'on a durant le temps des fêtes nous permet de compenser ces périodes difficiles. Ouais. J'imagine que, parce que j'ai l'impression, j'ai remarqué que la communauté de Vanier, là, c'est un peu comme vraiment vous avez bâti votre famille à vous, là. Comme personne ne peut rentrer dans Vanier et puis ne pas se sentir chez lui. Et je pense que Partage Vanier a beaucoup aidé les familles durant cette pandémie, là, et on vous remercie même pour ça. Mais maintenant, je vois que votre objectif pour cette année, pour pouvoir soutenir la mission que tu viens de partager avec nous, est de 45 000 $ et c'est possible de l'atteindre. Oui, c'est toujours possible de l'atteindre parce qu'on compte beaucoup sur la générosité des résidents qui chaque année répondent présent pour cette levée de fonds-là. On espère que cette année aussi, la générosité va être au rendez-vous. 45 000, c'est beaucoup pour Partage Vanier, mais ça nous permet vraiment de combler, comme j'ai dit tantôt, les besoins qu'on a durant les périodes creuses, durant l'été. La viande coûte cher, le pain coûte cher, les fruits coûtent cher, mais on reçoit quand même des denrées de nourriture qui viennent de la banque alimentaire d'Ottawa qui, tous les mercredis, nous envoie de la nourriture. Mais cependant, les choses qui manquent, c'est vraiment avec cette levée de fonds-là qu'on va le combler pour satisfaire vraiment aux besoins de nourriture de tous les gens qui sont dans le besoin dans notre communauté. Ça nous manque à tous là, de nous retrouver dans un espace où il y a tout le monde là et puis de pouvoir discuter. Mais il nous reste juste 2 minutes, j'aimerais qu'on mentionne qu'il y a la possibilité d'avoir sa boîte déjeuner chez soi. Oui, les gens peuvent commander leur boîte de déjeuner. Ils peuvent aller au www.déjeunerdesflocons.com pour commander leur boîte de nourriture. Cette année, on a innové un peu parce qu'on a un édifice dans la communauté qu'on a ciblé où il y a des gens moins fortunés. Les gens peuvent acheter aussi une boîte de déjeuner pour l'offrir à ces gens-là, ce qui va leur permettre aussi d'avoir un bon déjeuner. C'est une excuse pour nous de célébrer. Les gens vont acheter une dizaine de boîtes pour pouvoir le faire en famille ou bien entre amis. Donc, c'est garder cet esprit de fête, de solidarité qu'on a dans notre communauté. On veut le préserver et c'est la manière dont on a pu se démarquer pour cette année.
Et TV Rogers est vraiment très heureux d'être partenaire avec vous parce qu'on sera en live de 8h à 9h pour les Télétons et on invite les gens qui vont regarder le Téléthon à contribuer en même temps parce que c'est possible de le faire sur le tas là, pendant le live. Oui, définitivement, on invite la population à cliquer sur le lien pour faire des dons. Les dons vont servir vraiment à acheter de la nourriture. Il n'y a aucun dollar qui sert à payer de l'administration ou autre. Tout va aller à la nourriture. Donc, on vous le garantit. Merci beaucoup, Bara. Je te souhaite une bonne journée. Je sais que vous êtes en grosse préparation. Là, on se parle vendredi. Bye-bye. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir contribuer et pour avoir vos boîtes déjeuner, ça sera au www.cscvanier.com. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai la chance de parler avec Émilie Paradis du centre InStep Wealth et puis on parlera de santé féminine. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre Dadjo, militant de la première heure de la cause francophone. C'est un rendez-vous, je vous y attends. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La santé, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, surtout en rapport avec la pandémie qu'on vient on est en train de vivre en ce moment. Et pour parler de santé féminine en particulier, j'ai avec moi Émilie Paradis qui nous parle de InStep Health, en fait, qui est un centre d'entraînement. Puis on veut juste savoir déjà, le InStep, ça vient de où comme nom? Pourquoi on a choisi ça? En fait, je regardais un peu au niveau de ma progression, puis les changements que je voulais faire par rapport à ma santé. Souvent, je trouvais que les objectifs étaient trop loin. Oui. Donc, en les défaisant un petit step à la fois, ça m'aidait à faire les bonnes progressions, puis à pas perdre confiance, puis espoir. Puis, donc, c'est de là que ça vient InStep. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Et quand on parle du centre d'entraînement, à quel moment qu'il est né? On a démarré un peu durant COVID. On a emménagé à Ottawa, encore une fois durant COVID. Et puis, maintenant, ça fait à peu près un bon 2 ans là, qu'on est... là, on est établi à notre place, mais ça fait, c'est ça, 2 ans que tout le processus a commencé. Et puis là, quand on se lance en entreprise durant la pandémie, là, faudrait dire la vérité, c'est un gros stress parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, quelle loi va ressortir le lendemain. Donc, on est toujours sur le qui-vive. Mais jusqu'à date, là, j'ai entendu que de bons retours par rapport au centre d'entraînement et je suis juste curieuse de savoir quels sont les services que vous offrez. En fait, on a 3 volets. On offre les services au niveau de la nutrition holistique. On offre aussi des services au niveau de l'entraînement physique. C'est des entraînements individuels. Donc, c'est un studio privé. Et puis, on offre aussi
On a un bar à smoothies biologique aussi. Un bar à smoothie. OK, ça, là, ça m'intéresse. Oui. Et puis aussi, j'ai entendu que vous êtes vraiment spécialisé aussi dans la santé féminine. Et puis, je suis juste en train de demander, là, pour vous, pour toi, Émilie, c'est quoi la santé féminine? En fait, celui-là, c'est encore au niveau de l'entraînement. On a mixé l'entraînement et puis la nutrition qui adresse beaucoup plus au niveau hormonal chez les femmes. Donc, les femmes ont souvent des difficultés ou soit avec les problèmes menstruels, la ménopause. Donc, en combinant l'exercice, l'alimentation, on essaye de faire des changements positifs au niveau des hormones. Puisqu'on est toutes les deux femmes sur le plateau, là, moi, je vais prendre la place là pour poser les questions pour les femmes. Est-ce que ce programme-là, je vais dire ça comme ça, rejoint toutes les tranches d'âge? Oui, à peu près toutes les tranches d'âge. On prend le temps d'évaluer l'objectif de chaque personne, qu'est-ce qu'elle recherche, c'est quoi leurs symptômes. Puis à ce moment-là, le programme est adapté soit leur objectif à leurs symptômes qu'ils ont actuels. Donc, dans le centre d'entraînement, en fait, vous n'imposez pas un programme comme qui est préétabli à tout le monde? Non, ce qui est vraiment, l'approche holistique est vraiment spécifiée à l'individu. Donc, on prend le temps de voir l'histoire un peu de la santé, les objectifs. Tout le monde a des objectifs différents. Donc, je crois pas qu'il y a une façon ou une diète en particulier qui est bonne pour tout le monde. On va vraiment une étape à la fois adapter à la personne. Bien, moi qui viens aujourd'hui dans le centre d'entraînement et puis je décide, là, par exemple, je vais parler en kilos et je décide de perdre, par exemple, 10 kilos du coup. Est-ce que tout de suite, là, il y aura quelque chose qui sera établi pour moi, pour m'accompagner à perdre ces 10 kilos-là ou bien un spécialiste de votre centre d'entraînement va me donner des conseils comme quoi, écoute, il faut aller mollo, là. Parce que souvent, on a des objectifs et vraiment, on est trop dur envers nous-mêmes, là. Je sais de quoi je parle. Oui, exactement. On essaie plutôt, j'aime pas utiliser le terme éducation, mais d'essayer de comprendre un peu les façons de perdre le poids ou atteindre l'objectif que la personne veut, tout en s'assurant que c'est des objectifs qui vont rester pour toujours, en fait. Donc, des fois, c'est pas le fait d'atteindre rapidement le poids voulu, mais c'est de s'assurer aussi de le maintenir puis de développer des bonnes habitudes aussi. J'aime beaucoup comment tu le dis. Mais j'essaie toujours de focusser une approche au niveau d'aller chercher la santé au lieu d'aller chercher un poids qu'on a en tête. Okay. En allant chercher la santé, ben, on va atteindre le poids qu'on veut. J'espère il y a plus de chances de rester. J'espère surtout que les femmes nous écoutent là comme non, accepter de rentrer dans le process et de prendre le temps. Ça va prendre du temps là pour arriver au poids qu'on veut. Puis j'ai vu aussi que Émilie, tu es l'une des seules certifiées à Ottawa à avoir le Mobilistic. Qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert? En fait, c'est un nouvel entraînement qui va vraiment stimuler au niveau de la flexibilité, la force, la mobilité puis l'amplitude de mouvement. Donc, on utilise des bâtons qui sont amovibles un peu, là, donc on peut... c'est vraiment... ils vont nous donner... C'est un entraînement vraiment différent de ce qu'on voit habituellement, puis... Pour quelqu'un qui veut... C'est adapté pour tout le monde. C'est ça. Quelqu'un qui veut rentrer tout de suite en contact avec vous, c'est facile. Hein, je pense sur le site web, on prend rendez-vous. Surtout avec COVID, on ne sait pas trop comment ça fonctionne avec Exactement. Vous. On peut nous rejoindre soit sur notre site Internet, le www.instaphealth.ca. On est aussi sur Instagram à InstapHealth. Et puis, on peut nous rejoindre aussi soit en personne, venez nous visiter, prendre un smoothies. On est situé sur la rue Bank à Ottawa, 738. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, au plaisir de se parler une prochaine fois, pourquoi pas. Au revoir. Oui. Au revoir, merci. Alors, pour vous autres à la maison, je vais parler aux femmes, mais c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes invités à visiter le www.instephealth.ca pour avoir plus d'informations sur ce nouveau centre d'entraînement. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais m'entretenir avec le directeur général de la Farfo qui vient nous parler de l'avancée, je vais dire, du livre blanc. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des différentes recommandations du livre blanc et comment ces recommandations-là ont pu être mises en action. Et pour en parler, le directeur général de la Farfo, M. Michel Tremblay, avec qui j'ai le plaisir de parler. Et puis, il faudrait dire que vous êtes aujourd'hui sur notre plateau en tant que partenaire du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et tout de suite en allant, j'ai envie de vous poser la question de savoir l'utilité du livre blanc pour les gens qui ne savent pas pourquoi on fait tout le temps des livres blancs. Ben, c'est quand, dans les années 2018-2019, il y a eu des fonds qui ont été alloués pour que la FAFO travaille avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, donc la Fédération des aînés francophones et retraités de l'Ontario avec l'AFO. Donc, on a travaillé ensemble à développer un livre blanc dans lequel on regardait c'est quoi les grands problèmes qui sont vécus au niveau des retraités et des aînés, et aussi quelles sortes de recommandations qu'on devrait mettre en œuvre pour essayer d'améliorer la qualité de vie des gens qui vieillissent en Ontario français. Avoir un partenaire comme l'AFO, je pense que c'est quelque chose de gros et ça montre plus d'ampleur par rapport aux différents problèmes qui sont énumérés dans le livre blanc. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien que j'ai eu M. Jolin ici sur le plateau en 2019 qui parlait de comment vous étiez en train de structurer le livre blanc sur le vieillissement. Et plus je parlais avec lui, plus je me rendais compte que la situation de certains aînés francophones était vraiment, je ne vais pas dire tragique, mais dramatique. Surtout dans les coins assez reculés. Oui, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de service en français. Il n'y a pas de service de santé en français à plusieurs endroits en Ontario. Il y a d'autres endroits où les aînés sont complètement isolés. Ils n'ont pas accès à des activités. Donc, avec le livre blanc, c'est ça que ça nous a permis de prendre conscience. On s'est rendu conscience aussi qu'il y a une question de sécurité financière. Quand on regarde les coûts que gagnent les aînés francophones comparés aux aînés en général, les francophones gagnent beaucoup moins. En travaillant avec l'AFO, on pouvait travailler avec beaucoup d'autres partenaires là, dans ce sens-là. Si vous me permettez, M. Tremblay, on va essayer d'énumérer quelques axes de ces recommandations-là. Je vais essayer de les choisir si vous êtes d'accord avec moi. La première, c'est d'accroître l'accès à des données pertinentes et à jour sur les populations vieillissantes de l'Ontario. Oui, alors on se rend compte que c'est très difficile d'avoir des données pour être capable de prendre des bonnes décisions. Et on en a besoin. Alors, au niveau des services de santé, par exemple, ou dans d'autres secteurs également, on a besoin d'avoir des données, puis aussi des données basées sur la recherche. Donc, c'est de travailler avec les universités, avec les chercheurs, pour être capable d'avoir des données qui vont nous aider à faire des recommandations qui permettent au gouvernement de faire des changements ou qui permettent à des organismes ou des services de santé de faire des changements. Il y en existe des données, il y en a beaucoup, mais c'est comment on peut s'en servir correctement. Il faut les actualiser. S'en servir aussi, d'avoir accès. C'est ça, et définitivement. Et puis, j'aime bien le fait que vous mentionnez votre collaboration avec certaines universités parce que je m'en allais vous féliciter peut-être vers la fin de notre entrevue. J'ai parlé avec une chercheure de l'Université d'Ottawa vendredi qui parlait d'une collaboration avec vous sur les proches aidants. C'est quelque chose qu'on avait un peu oublié, mais eux aussi, ils ont leur place. Oui, et puis c'est ça, on a besoin actuellement justement d'avoir des proches aidants francophones qui sont prêts à participer à cette recherche-là. C'est une recherche importante parce que tout le domaine des proches aidants, on a vraiment besoin de mieux connaître la situation. Il existe un organisme en Ontario qui fait du travail auprès des proches aidants. Ils ont maintenant une personne bilingue capable d'appuyer au niveau de la francophonie. Mais c'est qu'il faut continuer aussi dans ce sens-là, c'est important. C'est très important, je suis très d'accord avec vous. Deuxième recommandation qui, moi, attire mon attention et je suppose que les gens qui nous regardent aussi, c'est réduire la vulnérabilité des aînés francophones de l'Ontario. Et quand je vois le terme vulnérabilité, je la lie tout de suite avec la pandémie qu'on vivait. Vous avez mentionné le problème de santé. Bien, en période de pandémie, on n'avait pas de voix peut-être pour se plaindre, pour dire, écoutez, j'ai besoin d'un service en français parce que tout le monde était occupé ailleurs. C'est vrai, oui. Et en période de pandémie aussi, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas connectés avec l'Internet.
On s'est rendu compte au début de cette situation. On a eu des fonds de la Croix-Rouge, puis on a donné 150 tablettes pour permettre à des gens de se connecter. Mais encore là, on le fait en période de pandémie où on n'avait pas accès aux gens. On n'avait pas, la formation n'était pas là. On a fait beaucoup d'efforts pour expliquer aux gens comment s'en servir. Notre équipe était à l'écoute pour aider des personnes au quotidien. Comment faire pour allumer la tablette, puis il y en a qui oubliaient par la suite, donc ils nous rappelaient. Ça peut être aussi comment l'utiliser pour autres fonctions également. Mais il y a beaucoup de gens, c'est encore la minorité qui ont accès, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont... Il y en a qui n'ont même pas d'accès Internet haute vitesse ou d'accès Internet facile dans certaines régions de la province. Aussi, il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé d'informatique de leur vie. Et il y en a qui ont peur de la casser, cette nouvelle bébite-là. Là, ils ne veulent pas être responsables d'un bris. Donc, aussi, il ne faut pas oublier, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est, j'ai le mot, confiant avec l'utilisation de ce genre de technologie-là. Donc, c'est des barrières qui existent et on va essayer de changer ça là, après la pandémie. C'est important. Mais c'est le fait que beaucoup de gens n'ont pas eu accès à leur centre, à leur club de personnes âgées ou dans certaines communautés, qu'il n'y avait rien qui se passait et puis il restait le téléphone. Ah oui, ça là, je suis très d'accord avec toi et puis, avec vous, pardon. Et puis je me rends compte que durant toute la pandémie, il y a certains organismes qui prenaient comme mission d'apporter des outils à des personnes qui en avaient besoin. Et parmi ces personnes-là, les aînés. Et je pense que ce genre d'action-là vraiment a été gagnante pour tout le monde. Troisième recommandation et non des moindres. Allez-y. Est-ce que je peux revenir sur la deuxième recommandation quand on parle de réduire la vulnérabilité? C'est aussi de s'assurer qu'on a un continuum de services en français. Une des grandes vulnérabilités, une des raisons de la vulnérabilité, c'est souvent la barrière linguistique. Il ne faut pas oublier que chez les aînés, en vieillissant, surtout les personnes qui ont des problèmes de démence, souvent on perd la langue apprise pour revenir à sa langue maternelle. Et quand on se présente devant un professionnel de la santé, les communications peuvent être très difficiles. Donc, est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on pourrait avoir des services en français dans le domaine de la santé, aussi avoir plus d'accès à des centres de vie active pour aider les personnes? On l'a vu aussi au niveau de la santé publique. Ça n'a pas toujours été évident au départ quand les instructions étaient en anglais seulement. Donc, ça va changer en cours de route dans certaines régions. Mais c'est important également et c'est une des causes qui amène les gens à être plus vulnérables. Donc, ça permettrait de réduire l'isolement, ça permettrait d'avoir un continuum de services appropriés. Merci beaucoup, M. Tremblay. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler du contenu là, de ce livre blanc. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou!
retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On passe toujours en revue quelques des recommandations du livre blanc. Et pour en parler, toujours avec moi, M. Michel Tremblay, qui est le directeur général de la Farfo. Et M. Tremblay, avant la pause, on a vu 2 recommandations. Et la troisième que j'aimerais soumettre à notre discussion, c'est accroître l'offre des services de soins de longue durée adaptés aux besoins des francophones. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est important. Ça a été, oui, surtout avec la pandémie, ça a été mis en évidence beaucoup. Hein. Oui, là-dessus, c'est quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a à peu près un lit pour 7 000 de population pour les personnes francophones, alors qu'il y en a un pour autour de 900 personnes pour la communauté en général. Donc, quand on regarde ça, il y a vraiment une pénurie de lits de soins de longue durée pour les francophones. Quand on pense à ça, c'est pas seulement des lits, mais c'est aussi un environnement autour. C'est que on a réussi dans la région de Toronto, par exemple, à avoir depuis quelques années la maison au maire des Lauriers. C'est 37 lits dédiés aux francophones à l'intérieur d'un établissement beaucoup plus grand qui offre des services dans d'autres langues également. Donc, c'en est un modèle. Il y a aussi à quelques endroits des centres de soins de longue durée francophones. Alors, l'idée ici, c'est d'augmenter le nombre pour être capable de rendre ce service disponible aux francophones, pour améliorer, dans le fond, leur qualité de vie, puis aussi avoir un environnement où on peut se comprendre, on peut vivre en français. On est content. Tout récemment, le gouvernement a annoncé la création de 700 nouveaux lits qui sont dédiés pour les communautés francophones. À certains endroits, ça va être des établissements autonomes et à d'autres endroits, ça va être des unités à l'intérieur d'un autre établissement. Mais c'est encore insuffisant. Et on est présentement, on vient d'écrire un mémoire justement avec l'AFO la semaine dernière pour présenter au comité permanent de la législature qui étudie le projet de loi 37 sur l'amélioration des soins de longue durée. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il devrait y avoir une planification du nombre de lits de soins de longue durée pour les communautés. Et lorsqu'il y a des appels de propositions pour aller chercher des fournisseurs de services, bien qu'il y a une exigence que si dans une communauté, on a besoin d'un certain nombre de lits, que les fournisseurs puissent soumettre des demandes dans ce sens afin de répondre aux besoins des gens. On veut aussi que lorsque des lits sont identifiés pour les francophones, que la priorité soit donnée pour les francophones. Parce que là, le risque, c'est qu'à ce moment-là, c'est que si les francophones, il y a des lits disponibles et que ça soit donné aux anglophones, on perd ce concept. Oui. Donc, ça va prendre de l'offre active aussi, d'informer les gens de la disponibilité ou de l'endroit où ça a lieu et qu'on travaille en ce sens-là. Donc, on a fait des recommandations en lien avec les services en français au gouvernement et on espère que la législature, la nouvelle loi va prendre ça en considération. Écoutez, vous faites un excellent travail là, et c'est là que je vois comment c'est important les collaborations et les francs-parler. Parce que si les francophones n'expriment pas vraiment leurs besoins, ben, personne ne fera rien du tout là. Oui, c'est vrai. Puis aussi, il ne faut pas oublier, dans un autre élément qu'on n'a pas parlé, mais qui est en lien avec les soins de longue durée ou avec l'hébergement, c'est toutes les options pour permettre aux personnes, quand on ne peut plus vivre à la maison, seul ou avec son conjoint, et qu'on doit déménager, qu'on ait des options communautaires. Il y a différents modèles qui existent. Quand on regarde, l'important, c'est d'avoir des endroits où on peut vivre à la maison le plus longtemps possible et de vivre aussi par exemple, avec de l'aide à la vie autonome. Ça peut être aussi des maisons de groupe, ça pourrait être des maisons intergénérationnelles. Donc, il faut commencer à penser en dehors de la boîte et augmenter ce genre de service pour garder les gens dans la communauté. Les soins de longue durée, ça devrait être le dernier recours quand on a épuisé tous les autres services à domicile, puis qu'on a donné l'aide à avoir de l'hébergement approprié avant de se rendre là. Moi, j'ai envie de poser une question qui
qui me vient tout de suite, c'est de savoir, avec toutes ces belles recommandations, je sais que vous avez travaillé beaucoup là depuis 2020 à aujourd'hui, mais est-ce que la pandémie n'a pas ralenti un peu le processus de toutes ces, de l'accomplissement de toutes ces recommandations-là? Ben oui, c'est normal avec ce qui est arrivé. Les priorités ont changé. Par contre, je pense que c'est encore des priorités, surtout nos 5 recommandations principales. On veut reprendre on s'était donné comme approche de travailler avec des tables de collaboration dans chacune de nos régions. Et on a fait des rencontres en Zoom, en virtuel, mais on voudrait revenir à des rencontres en personne. Vous savez, quand on se rencontre en virtuel, il n'y a pas beaucoup de réseautage qui se fait. On peut c'est très limité. Et ce qui nous manque, c'est justement quand on est en personne, le réseautage est important parce qu'il y a des gens qui disent « Hey, on va travailler tel projet ensemble, on va avancer tel dossier ensemble. » Donc, tantôt, je disais, je représente le Conseil sur le vieillissement. Ben, on veut travailler comme avec le Conseil sur le vieillissement également parce que c'est important, on a les mêmes objectifs, améliorer la qualité de vie des personnes du troisième âge. Nous, c'est au point de vue provincial et eux, c'est au niveau de la ville d'Ottawa. Mais on veut ensemble quand même trouver des solutions. Et c'est souvent quand on se rencontre à des tables, on peut se parler, qu'on peut dire « Hey, on a telle idée, on va faire ça ensemble, on va se rencontrer avec tel autre. » Et puis, ce qui est très difficile à faire en Zoom. Oui, je suis très d'accord avec vous. Même en ce moment, je suis en studio toute seule. Là, je regarde mes invités de manière virtuelle. Ça me manque d'avoir les gens au studio. Et puis, quand vous parlez de collaboration et de toutes les actions que vous faites, là, il faudrait mentionner aussi votre magazine série Vivre Plus. Et j'aimerais vous féliciter parce que quand je l'ai vu, excusez-moi le terme anglais, mais comme on le dit, c'était fresh. Comme c'est vivant, c'est coloré. J'aime beaucoup qu'est-ce que vous avez fait avec ce magazine. Ah, merci beaucoup. Oui, les gens peuvent s'abonner, c'est gratuit. C'est très facile d'aller en ligne et de s'abonner au Vivre Plus. Et vous allez le recevoir à ce moment-là tous les premiers du mois. Et puis, il faudrait aussi mentionner qu'on est à la recherche, vous êtes à la recherche de bénévoles. Oui, pour notre projet en immigration. On a reçu des fonds pour recruter des bénévoles et on veut des bénévoles de 50 ans et plus. Et l'objectif, c'est de donner un coup de main ou d'aider dans les organismes d'intégration des personnes immigrantes et réfugiées. Donc, une bénévole il y a des gens qui sont, je vais donner un exemple comme a déjà donné, quelqu'un qui aime au niveau scolaire, qui aime aider au niveau scolaire, ben, la personne pourrait travailler avec les personnes de l'immigration dans les écoles du Conseil catholique ou du Conseil public qui ont des programmes d'intégration. Ça peut être aussi d'aider des gens, par exemple, c'est quoi les activités qui se passent à Ottawa en français. Donc, ça dépend de chaque bénévole, ses intérêts. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'il y aura une rencontre, un jumelage avec un organisme approprié. Merci beaucoup, M. Tremblay. Encore une fois, félicitations pour toutes vos actions. Là, et puis, on croise les doigts pour que toutes ces recommandations-là soient prises en compte. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Définitivement. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous abonner au magazine série Vivre Plus de la Farfo, vous êtes invités à visiter le www.farfo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je m'entretiens avec M. Michel Picard, qui est auteur du roman intitulé Kilis, paru aux presses de l'Université d'Ottawa, et on va apprendre davantage sur ce roman. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre
ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Il y a 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du nouveau roman de M. Michel Picard intitulé Killis, qui est un roman, un thriller scientifique. Et je pense que ça fait plus d'une année qu'on a parlé, vous et moi, M. Picard. Et la dernière fois qu'on parlait d'un de vos ouvrages, le précédent, c'était Mémoriam. Est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé de Mémoriam avant de parler de Killis? Mais en fait, un n'est pas la suite de l'autre. Ce sont deux histoires parallèles. Pendant que Mémoriam a lieu et que Dr. Deren trouve cette technologie pour percer la mémoire de son père et d'un patient mystère, pendant ce temps-là se trame une autre transaction douteuse, un achat d'actions de 40 millions de dollars qui est à l'origine du meurtre d'un ancien trafiquant d'armes qui est maintenant converti aux affaires privées. Et ça implique indirectement son ex-conjointe, qui s'appelle Michel, et qui est la mère d'Evelyne, donc la belle-fille, qui elle aussi est accusée du meurtre de son beau-père. Donc cette histoire un peu compliquée a lieu en cours de route, et Michel, la mère, va demander à Fischer, le collègue de Deren, de lui venir en aide. Alors c'est pour ça qu'à la fin de Mémoriam, Fischer va voir le neurologue qui lui demande s'il avait quelques minutes à lui accorder parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qui aimerait porter à son attention. Et c'est là que la suite de Killis embarque. Est-ce que je peux savoir si, au moment où vous étiez en train d'écrire Mémoriam, vous pensiez déjà à Killis? Pas vraiment, non, parce que les ouvertures qu'une intrigue nous donne prennent plusieurs avenues, en fait. Et il fallait trouver dans ces avenues-là celle qui collait le mieux. Et il y a des bribes d'histoire qui arrivent en cours de route et c'est une fois qu'on les met en position que ça forme. Et après ça, lorsqu'on attache les ficelles ensemble, bien là, ça va de soi. Mais l'histoire n'était pas montée d'avance, de sorte que je n'ai pas fait le 1 et le 2 dans l'ordre parce que l'histoire était déjà montée. Alors, Killis, ça veut dire quoi exactement? Bien, Killis, c'est une petite ville de Turquie qui est à quelques kilomètres d'un camp de réfugiés, qui d'ailleurs a un rôle à jouer dans l'histoire parce que l'ex-trafiquant d'armes, Ivan Gouchenko, qui est maintenant PDG d'une division turque de la société pharmaceutique Alpha Biotech Pharma, bien, eux travaillent avec les réfugiés et en prennent soin. Et donc, cette présence-là, le site où se trouve un peu l'intrigue de base, qui d'ailleurs, là où demeure le trafiquant d'armes, là où décède le trafiquant d'armes, et là où va se passer l'action, où Fischer va mettre carrément sa vie en péril pour essayer d'aider Michel, qui est une ancienne connaissance d'ailleurs. Quand on regarde même la page de couverture, là, c'est assez interpellant parce que ça a l'air qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce qu'on peut savoir le sens de cette image-là? Bien, vous avez l'image un peu abstraite d'un camp de réfugiés qui sont des gens qui ne demandent que d'avoir accès à une vie meilleure, mais malheureusement, certains d'entre eux seront utilisés à d'autres fins et contre leur gré. Et Killis, d'ailleurs, si vous avez remarqué, le S est un signe de dollar parce qu'il fait référence aux transactions en valeur mobilière, donc à l'argent. Et Killis est aussi un jeu de mots, un jeu de lettres pour le mot « kill » en anglais, d'où l'assassinat du trafiquant d'armes. Et les petites barres, le I, le L et le I, bien une fluctuation du marché financier qui explique aussi la trame qui est l'intrigue de cette deuxième histoire-là, qui est une fraude en valeur mobilière. OK. Donc là, dans Mémoriam, je me souviens qu'on parlait
de mémoire, de perte de mémoire, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, on parle de fraude. Est-ce qu'on peut voir le petit lien qui est entre ces deux affaires-là? Ah, mais il y a un très, très gros lien. C'est que dans toutes les intrigues qui ont lieu et qui vont suivre, la mémoire est au centre de l'action. C'est-à-dire que la technologie de Dr. de Rennes, qui dans Mémoriam a pris forme en réussissant son coup et de réussir à lire la mémoire de son père et donc d'être capable de lire la mémoire des individus, dans Kélis, il va utiliser sa technologie parce que se trouvent certaines informations reliées au meurtre dans la tête d'une personne qu'on pensait disparue, qu'on pensait ne plus être accessible et qui revient dans Kélis, qui était là dans Mémoriam, qui serait rendue inaccessible, mais bon, finalement, c'est peut-être pas ce qui est arrivé, et elle revient dans Kélis, et il va falloir exploiter sa mémoire pour éclaircir certaines histoires un peu nébuleuses qui entourent l'assassinat. Mais évidemment, faire ça à distance lorsque un partenaire est à Kélis et l'autre est à Montréal, il va falloir utiliser quelques technologies modernes avec la technologie du Dr. de Rennes, qui est toujours l'arme du neurologue pour arriver à ses fins. Un thriller scientifique, comment vous arrivez à tout jumeler ça ensemble et puis à donner, je vais dire, comme une idée au lecteur, comme qu'il en voit vraiment loin? La mémoire, de la façon dont je l'aborde, ça m'a ouvert une panoplie de possibilités, un potentiel de développement énorme en termes d'intrigue. C'est un milieu qui était encore un petit peu obscur, même au niveau de la science, au niveau des chercheurs. Eux-mêmes s'avouent quelquefois un peu impuissants devant ces zones grises qui n'ont pas encore réussi à percer. Moi, ça me donne toute la latitude dont j'ai besoin pour les romans. Donc, la base donc, de la mémoire me donne le potentiel dont j'ai besoin pour créer mon intrigue et ça devient comme un peu l'arrière-scène de l'intrigue spécifique. Dans le premier cas, une attaque terroriste qu'il fallait éclaircir par la mémoire du père de Philippe de Rennes, le neurologue. Le deuxième, un assassinat dont l'information réside dans la tête d'un complice et le docteur de Rennes va falloir trouver sa solution pour aider à distance Fischer. Donc, la mémoire demeure, je dirais, l'arme par laquelle on va à travers les intrigues. Et les intrigues essaient de se diversifier, essaient de se varier. Tantôt, on avait un attentat terroriste dans le premier cas. Dans le deuxième, on a une fraude. Dans le troisième, il y aura d'autres choses. Écoutez, je vais vous garder avec moi, M. Picard, et puis juste après la pause, on va continuer notre belle conversation. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on prend toujours des informations, je devrais dire, je partage toujours des informations concernant le thriller scientifique intitulé Killis de Michel Picard, paru auprès de l'Université d'Ottawa. Et puis, M. Picard, avant la pause, on parlait de cette machine technologique-là qui, on le sait, deviendra quelque chose de gros dans les années plus tard. Mais vous vous êtes déjà rendu là-bas, là. Vous nous envoyez déjà dans un monde où c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et tout de suite, là, j'ai envie de savoir. Déjà, dans Memoriam, qui est votre précédent roman, on parlait de deux personnages qu'on retrouve un tout petit peu dans Killis et les nouveaux personnages qui se retrouvent dans Killis. Comment vous avez trouvé leur rôle? Bien, je pense que je progresse à petits pas. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'histoire, je n'essaie pas de revoir complètement tout le monde dans lequel j'évolue. J'ai mon groupe de départ, évidemment, le neurologue Philippe Deraine. J'ai son collègue patron, William Fisher, qui va devenir aussi plus près par des liens familiaux. Ensuite de ça, il y a le groupuscule décisionnel de NeuroAlpha qui va aussi avoir un rôle plus important, que ce soit le colonel, que ce soit Alpha Biotech Pharma qui était impliqué à la fin de Memoriam, mais qui va jouer un petit peu plus, de façon un peu plus importante dans Killis. Et donc, on ajoute un personnage, un deuxième personnage, sans trop en rajouter, mais tranquillement, ces personnages avec leur ajout, on leur donne un rôle qui les implique à différents degrés dans la nouvelle histoire. Donc, le but n'est pas de refaire un monde complètement nouveau à chaque fois, mais bien d'évoluer tranquillement en exploitant un ou deux personnages déjà de l'histoire existante. Alors, est-ce que je pourrais poser la question de savoir si Camille, la sœur du neurologue, se retrouve dans Killis? Parce que je sais que dans Memoriam, elle était un peu sceptique par rapport aux recherches de son frère. Killis a vraiment donné mauvais quart d'heure à son frère avec les tests qu'il avait essayés. Mais Camille va être effacée dans le deuxième roman, mais on va retrouver l'infirmière. Okay. Et je vous en dis pas plus. Non, on n'aimerait même pas en savoir plus. On veut inviter les gens à aller prendre le roman sur le site web. Et puis, j'aimerais savoir si c'est votre passé en tant qu'analyste du renseignement criminel à la GRC qui vous donne d'avoir toutes ces idées, tous ces chemins d'histoire pour écrire. Je pense que mon expertise, à la fois à la GRC, pour Killis, à la fois dans le domaine de la fraude, parce que j'ai été chroniqueur longtemps dans certains médias ici au Québec sur des dossiers de fraude, cette expertise-là me sert à garantir une certaine crédibilité à la base de l'histoire. Donc, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et lorsqu'on parle d'une fraude, il faut qu'elle soit bien expliquée, il faut qu'elle soit plausible. La seule différence, et c'est la même chose au niveau du renseignement, lorsque les services de renseignement entrent en jeu, il faut que le travail d'un agent de renseignement ou d'un analyste de renseignement soit conforme à je dirais pas un minimum, mais un maximum de réalisme, parce qu'il en demeure pour moi que l'histoire est une fiction, avec une touche de science-fiction. On s'entend que la technologie pour lire la mémoire de quelqu'un, comme on regarde un film, par exemple, n'existe pas encore, ou du moins, je suis pas au courant. Mais cette science-fiction-là m'apporte qui, malgré tout, m'oblige à respecter quand même quelque chose de le plus conforme possible à la réalité parce que je veux que cette science-fiction soit la plus plausible possible. Donc, tout ce qui va entourer l'apport science-fiction doit être relativement solide et donc se baser sur les faits de la vie. Et l'expertise que j'ai eu le plaisir de développer au courant des 20-30 dernières années, mais ça aide à ça. Le premier roman, je sais que vous m'aviez dit à moi que vous aviez vu des psychologues, quelque chose comme ça, pour pouvoir bien encadrer votre histoire. Est-ce que dans le cas de Killis, là, vous êtes allé voir d'autres spécialistes? En matière de fraude, je me sentais beaucoup plus à l'aise, étant moi-même spécialisé sur la question depuis une vingtaine d'années. Donc, j'étais un petit peu plus à l'aise pour être beaucoup plus ad lib dans le domaine de la fraude. Ce qui ne m'a pas empêché de communiquer avec des courtiers en valeurs mobilières pour m'assurer des petits détails transactionnels, pour être bien certain que le bon mot était au bon endroit pour la bonne raison. C'est toujours une bonne idée de vérifier sur le plancher, de voir s'il n'y a pas eu de nouveautés, voir s'il n'y a pas eu de changement de façon de faire, pour être bien certain que le livre demeure quand même le plus à la page possible, de sorte que
la consultation auprès de spécialistes, que ce soit en valeur mobilière, que ce soit au niveau médical, elle est toujours là. Puis elle sera encore toujours là, c'est le cas encore pour ce qui suit. Il y a toujours une participation, une implication de l'expertise autre que la mienne pour m'assurer la crédibilité du contenu. Voilà. Définitivement. Et puis là, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelle est l'expérience que vous voulez que les lecteurs aient en ayant Killis entre les mains? La première chose, la plus importante, c'est de se divertir. Ça, c'est sûr et certain. Il faut qu'ils prennent plaisir à lire une histoire et qu'ils en retirent le plaisir, qu'ils en retirent un bon divertissement et qu'ils se sentent bien après. Mais en deuxième, et c'est peut-être aussi important que le premier, j'aime bien avec l'ouverture que m'offre le côté science-fiction et évidemment le côté fictif de l'histoire, j'aime bien amener un questionnement chez le lecteur. Donc, je l'amène devant un certain nombre de situations pour lesquelles il ne doit pas prendre nécessairement position, et moi je ne prends pas position non plus, mais j'amène les faits devant le lecteur, et le lecteur regarde la situation avec de nouveaux yeux, avec de nouveaux commentaires issus du livre, et peut-être va t'amener à se questionner sur des problèmes qui finalement, malgré la nouveauté de la technologie, ce sont des mêmes problèmes qui nous sont apportés, qui sont portés à notre attention et pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution. Donc, ça veut dire que le travail reste encore à faire. C'est le cas au niveau de la bioéthique, c'est la question au niveau de la déontologie, c'est la même question au niveau juridique lorsqu'on a accès à la connaissance de quelqu'un avec ou sans son consentement. Ce sont toutes des questions qui, si jamais la technologie venait à arriver, bien, il va falloir se poser des questions pareilles. Et je suis tellement d'accord avec vous, là. Et puis, ce roman, là, surtout pour les gens qui ont du mal avec l'évolution de la technologie, là, je suis pas mal sûre qu'ils auront au moins l'esprit ouvert par rapport à qu'est-ce qui peut venir dans les années à venir. Parce que tout ce que vous avez fait, là, c'est vraiment de nous donner de prendre notre propre jugement, comme vous l'avez dit tantôt. Vous prenez pas position, vous laissez le lecteur lui-même décider qu'est-ce qu'il a envie de croire, et ça, j'aime ça beaucoup. J'ai eu un scoop par rapport à votre carrière d'écrivain. Apparemment, vous allez vous consacrer définitivement à l'écriture romanesque. Je dois vous dire que Mémoriam m'a donné un coup d'envoi que j'avais pas prévu. Ouais, oui, j'ai pris un plaisir fou à écrire Mémoriam, et ça m'a fait découvrir une passion qui m'avait été donnée par des amis, d'ailleurs, que je salue, Jean-François Boyer, d'ailleurs un journaliste de TF1, qui m'a donné un peu la piqûre de l'écriture. Et puis, Mémoriam m'a permis de me laisser aller complètement. Comme j'avais dit dans Mémoriam, et c'est pareil pour Killis, je suis visuel. Et donc, quand j'écris mes romans, je vois le film qui va avec, je vois la télésérie qui va avec, et je vois toutes mes images, la musique et tout. J'ai un monde qui se crée, et ce réflexe, entre guillemets, cinématographique-là est assez naturel, et j'adore cet angle-là. Donc, je prends le plaisir à chaque fois de me creuser les méninges, à savoir de quelle façon je pourrais compliquer la vie des lecteurs pour le prochain tome. Écoutez, merci beaucoup. Et moi, j'ai hâte de vous parler, là. Peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine, le temps de vous préparer pour un troisième roman et pour discuter de ça sur l'émission. Je tâcherai d'aller vous voir avant ça live. OK, oui. Bien, c'est bon. Bonne nouvelle, alors. Je vous souhaite bonne chance pour Killis. Merci, bonne journée. Alors, pour les autres à la maison, je vais dire les deux romans parce que c'est ce que j'ai envie de vous suggérer. Mémoriam, qui est le précédent roman de Michel Picard, mais aussi Killis, qui est apparu dernièrement en novembre. Vous pouvez visiter le www.presseyouottawa.ca pour avoir accès à tous les ouvrages de Monsieur Picard. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai quelques informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Il y a de la neige sur le bord, la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons,
mercredi 19h30 sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais vraiment vous rappeler que pour la 16e édition du déjeuner flocon de neige, ça sera pour ce 3 décembre de 8h à 9h et vous allez avoir accès à cette émission-là, à ce téléthon-là live. Et ce qu'on vous invite à faire déjà dès maintenant, à visiter le www.cscvanier.com. Déjà, pour commander vos boîtes à déjeuner. Si vous commandez maintenant, vous aurez toute, je vais dire, la logistique pour aller rechercher vos paquets. Et ensuite de ça, durant le téléthon qui se fera ce vendredi 3 décembre de 8h à 9h, on vous demande d'envoyer des dons, d'envoyer du soutien au Centre social communautaire Vanier parce que tout ce qu'on va récolter comme fonds, comme ressources, ce 3 décembre, là, va servir pour Partage Vanier qui, comme vous le savez, qui est la banque alimentaire qui aide de milliers de familles dans la région, dans le coin de Vanier. Alors, si vous êtes intéressé, encore une fois, www.cscvanier.com, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, je parlerai avec Andréane Charon de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario qui nous parlera de l'aide juridique en temps de pandémie et de bien d'autres sujets encore. On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.